Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mercredi 19 novembre 2025. Vidéo dans laquelle on va beaucoup parler du groupe Renault pour tout un tas d'actualités différentes. On va déjà parler de Dacia qui communique sur les prix de ses nouveaux modèles, avec, vous allez le voir, une hausse des prix sur quasiment toute la gamme. On va parler également de Renault qui s'apprête à revendre des voitures chinoises rebadgées. Nous parlons également de l'alliance Renault-Nissan qui serait en train de renaître de ses cendres. Alors après, rassurez-vous, on va pas parler que de Renault. On va également parler de Volkswagen qui annonce une version sportive de son nouveau T-Roc. On parlera également du président de Stellantis qui, une nouvelle fois, monte au créneau face à la Commission européenne en ce qui concerne le virage trop brutal vers la voiture électrique. Ce sont les sujets de cette vidéo du mercredi. J'espère que la vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en boostant si l'option apparaît chez vous, en vous abonnant bien sûr aussi et en laissant un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actualité du jour. Je vous le disais, on va commencer cette vidéo en parlant de Dacia qui ces derniers jours a annoncé les tarifs des nouveaux modèles 2026-2027 de sa gamme, avec, vous allez le voir, globalement quand même une mauvaise surprise puisque tous les prix d'à peu près toutes les gammes sont en train de monter. Par exemple du côté de la Sandero qui jusqu'ici était un best-seller, notamment parce que c'était pas cher et parce que c'était relativement fiable, l'entrée de gamme à moteur équivalent, donc toujours avec le 1 litre 65 chevaux, est passée de 12 800 € l'année dernière à 13 290 pour la prochaine génération. On dirait pas comme ça, mais les prix de la Sandero se sont envolés ces dernières années. Là, c'est 500 € de plus pour le nouveau millésime, mais si on prend un petit peu de recul, c'est 4600 € de plus qu'une Sandero neuve en 2020 avec le moteur essence 65 chevaux, ce qui veut dire, vous l'aurez compris, que le prix de la Sandero a augmenté de 50% en 5 à 6 ans. Et pire, si on remonte encore un peu plus, en 2008, à la sortie de la Sandero neuve coûtait 7800 €, 5500 € de moins que la nouvelle, mais surtout en 2008, l'entrée de gamme avait un moteur de plus grosse cylindrée qui était plus puissant, 10 chevaux de plus. Donc la nouvelle Sandero va coûter 500 € de plus que la précédente, mauvaise surprise, et ça, bon, c'est pas la faute de Dacia, mais quand même, avec le nouveau barème Malus 2026, le malus à l'immatriculation des entrées de gamme de la Dacia Sandero va passer de 170 € pour l'ancienne génération à 540 à partir de 2026. Donc au total, il faudra sortir 1000 balles de plus pour acheter une Sandero neuve l'année prochaine. C'est pas le seul modèle sur lequel Dacia est un petit peu en train de péter les plombs côté prix, puisque du côté du Duster et du Bigster, les factures commencent aussi à être salées. Alors déjà, il y a une augmentation du prix sur le nouveau Duster, c'est 300 € de plus que le précédent, avec un prix affiché à 19 990 € pour les versions d'entrée de gamme en 120 chevaux, mais c'est surtout plus de 30 000 € pour le Bigster et pour le Duster dans les versions haut de gamme, et ça c'est inédit pour Dacia, parce que jusqu'ici, il n'y avait aucun modèle qui franchissait ce seuil des 30 000 €. Alors là, oui, on est d'accord, c'est pour une version entre guillemets haut de gamme d'un Dacia Duster ou d'un Bigster, avec une motorisation qui est en plus assez unique en son genre, puisqu'on parle ici de la motorisation hybride 4 cylindres qui peut tourner aussi bien au GPL qu'à l'essence. Techniquement, sur le papier, c'est vrai que c'est une motorisation qui est assez unique en son genre, mais dépenser plus de 30 000 € sur un véhicule de la marque Dacia, est-ce que c'est pas un peu déraisonnable? Surtout que, et ça c'est une bizarrerie bien spécifique au Duster, on trouve dans la gamme, en finition expression, une version hybride 155 chevaux, qui certes n'est pas conçue pour être compatible au GPL, mais qui a un niveau de puissance similaire, voire même supérieur à la version GPL, pour 26 900 €, c'est-à-dire au final près de 4 000 € de moins que le même niveau de puissance en GPL. Donc vous l'aurez compris, globalement la marque Dacia va augmenter le prix d'à peu près toutes ses gammes et d'à peu près toutes les finitions, de pas beaucoup certes, mais on commence à voir un petit peu les limites de la montée en gamme chez Dacia, avec des véhicules de plus en plus éloignés de ce que devait être une Dacia à la base, qui ne respectent même plus les devises principales de la marque. Je rappelle qu'il y a quelques années encore, le slogan de Dacia c'était exiger plus, payer moins, ou encore Dacia l'essentiel tout simplement. Pas sûr donc que les nouveaux modèles Dacia soient vraiment en accord avec cette ligne. Toujours au sein du groupe Renault, on va parler maintenant de Renault, qui vient de signer un nouvel accord avec son partenaire chinois Geely, avec laquelle elle est déjà en accord sur la marque Horse, qui leur sert à produire des moteurs thermiques. Renault et Geely viennent de signer un nouvel accord qui se traduit par un investissement de 615 millions d'euros, leur permettant d'accélérer leur développement industriel. Alors ici, c'est spécifiquement quand même pour l'Amérique du Sud, notamment pour le Brésil. D'ailleurs, l'entité Renault Brésil est devenue Renault Geely do Brasil, après que Geely en ait racheté 26% du capital.
digital. Du côté de Renault, cet investissement va permettre un accès rapide à des plateformes automobiles développées par Geely sans avoir besoin d'investir des milliards d'euros pour développer ses propres plateformes, qui permettra à Renault de lancer des nouveaux modèles au Brésil pour moins cher et surtout plus rapidement. Ça permet aussi d'optimiser la rentabilité du site Ayrton Senna qui jusqu'ici ne tournait qu'à 50% de sa capacité. Maintenant que Geely va également y produire des voitures, Renault va pouvoir profiter d'économies de masse sur sa production et puis du côté de Geely, ça lui permet d'avoir un accès immédiat au marché automobile le plus important d'Amérique du Sud. Le Brésil représente quand même 40% des ventes automobiles en Amérique latine. C'est une porte d'entrée gigantesque pour Geely qui n'aura même pas besoin du coup de créer son propre réseau de distribution puisqu'elle pourra utiliser celui de Renault. C'est aussi un calcul long terme puisque pour l'instant Geely est quasi inconnu au Brésil. Donc y arriver en s'associant à un constructeur qui est présent depuis 25 ans comme Renault, ça donne une image plus fiable, une meilleure crédibilité de manière globale. Ça lui permet également de rentabiliser une deuxième fois ses plateformes technologiques, je vous en parlais tout à l'heure, puisque Geely va fournir des véhicules à Renault qui seront rebadgés, ça lui permet de faire double bénéf, et puis ça lui permet aussi de resserrer ses liens avec Renault, puisque comme je le disais juste avant, Geely est en association avec Renault sur Horse, et Geely détient aussi 34% de Renault Corée. Donc a priori c'est un accord gagnant-gagnant, reste à voir quand même si d'ici quelques années, grâce à cette porte d'entrée que fournit Renault à Geely, Geely ne décidait pas de profiter de cette crédibilité gagnée sur place pour se séparer de Renault et venir grignoter petit à petit des parts de marché de la marque aux losanges. Toujours à propos d'alliance chez Renault, sachez que l'alliance Renault et Nissan pourrait renaître. Selon des informations du Financial Times, Renault et Nissan discutent à nouveau d'un rapprochement, après que pendant 2 ans, Renault ait tout fait pour s'éloigner de Nissan en, par exemple, revendant les parts qu'elle détenait de la marque japonaise. Alors ce rapprochement, il est rendu possible par 2 événements clés. Le premier, c'est le changement de directeur chez Renault, puisque Luca de Meo est parti en juillet 2025, que lui personnellement cherchait à s'éloigner de Nissan, alors que le nouveau patron François Provost est assez proche du directeur actuel de Nissan, Ivan Espinosa, et c'est aussi dû au fait que actuellement Nissan traverse une crise majeure et Nissan ne vaut en fait tellement plus rien et c'est tellement craché en termes de valeur, avec une action en bourse qui a chuté quand même de 25% depuis 2024. Racheter des actions Nissan maintenant, c'est les racheter beaucoup moins cher qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc d'un côté pour Renault, ça permettrait peut-être de faire des bénéfices sur le long terme si Nissan ne sombrait pas encore plus, et de l'autre côté pour Nissan, de toute façon, elle n'a pas trop le choix, parce qu'en réalité, à part Renault, il n'y a plus grand monde qui veut travailler avec Nissan. La marque se fait repousser par Honda, par Mercedes. Tout le monde a un petit peu coupé ses investissements ou ses projets liés à Nissan. Donc si Nissan cherche quelqu'un pour lui servir de pilier, qui de mieux que Renault pour le faire, sachant que Renault et Nissan sont déjà en business sur plusieurs projets, par exemple sur la Nissan Micra électrique qui en réalité se base sur la Renault 5. Dans tous les cas, Renault n'a pas intérêt à ce que Nissan s'effondre complètement, ça reste encore un partenaire industriel clé pour la marque aux losanges, elle a également pas mal de projets qui sont toujours en commun, qui seraient un petit peu paralysés si Nissan disparaissait complètement, et puis tant que Nissan existe et accepte d'accompagner Renault dans différents projets, ça permet à Renault de ne pas financer ses projets tout seul. Sur un autre sujet complètement différent, c'est également aujourd'hui que Volkswagen a décidé de confirmer que le nouveau Volkswagen T-Roc aura une version puissante, une version sportive qui est actuellement en préparation. On nous parle ici d'une motorisation basée sur le 4 cylindres turbo 2 litres EA888 qui est la dernière version de ce bloc, couplée à une boîte automatique et à une hybridation légère 48 volts. On nous parle aussi de 4 motrices et surtout on nous parle d'une puissance qui dépasserait les 330 chevaux actuels de la Golf R, donc peut-être pas loin de 350 pour cette nouvelle version sportive du T-Roc. Effectivement, en France, Volkswagen va probablement pas en vendre beaucoup entre le malus CO2 et le malus au poids, mais c'est une manière pour Volkswagen d'essayer de redresser son image de marque et surtout de concourir sur un segment où il est presque seul parce que le futur T-Roc R n'aura qu'un seul autre rival, le Mini Countryman JCW. Donc c'est une manière de ne pas tout céder à la concurrence et de continuer à faire vivre sa division sportive R. Quand on voit les prix du T-Roc en version 150 chevaux qui sont déjà au-dessus des 50 000 €, ce serait pas si étonnant que ça que le T-Roc R soit au-dessus des 60 000 avec en plus probablement un malus à 5 chiffres à rajouter. Pour terminer, je vous parle d'une autre actualité qui concerne encore une fois un autre groupe automobile, Stellantis. Je vous en parle en dernier et de manière un petit peu rapide parce que je pense que ce sujet-là, on va bientôt faire une vidéo très détaillée dessus et un peu plus longue. Vraiment, on va dire centrée sur les réquisitions des constructeurs auprès de la Commission européenne. Aujourd'hui, John Elkann, le président de Stellantis, le numéro 2 en réalité, est remonté au créneau face à la Commission européenne, expliquant que soit on continue comme ça et dans quelques années, il y a tout
simplement plus d'industrie automobile européenne, soit on laisse la transition vers l'électrique se faire au rythme du marché, et dans ces cas-là, on a une chance de voir les constructeurs survivre et peut-être même regagner une meilleure santé d'ici 15, 20, 25 ans. Voici ce pourquoi John Elkann plaide auprès de la Commission européenne. Ce n'est pas le seul. En réalité, tous les dirigeants de marques européennes demandent à peu près la même chose, c'est-à-dire dérogation pour les véhicules hybrides rechargeables pour qu'ils puissent être vendus après 2035, même avec un moteur thermique, dérogation pour les prolongateurs d'autonomie, qui sont pour résumer des voitures électriques avec en plus un moteur thermique qui fabrique de l'électricité avec de l'essence à bord du véhicule, donc en gros un générateur sur roue, dérogation pour les carburants alternatifs pour pouvoir continuer à vendre des moteurs thermiques zéro CO2 grâce à du carburant plus vertueux, mise en place d'une prime à la casse européenne pour inciter les Européens à se débarrasser de leur ancienne voiture contre aide financière pour l'achat d'une nouvelle, et puis pour terminer, lissage des seuils CO2 sur 5 ans entre 2028 et 2032, tout comme la Commission européenne avait accepté de lisser les seuils entre 2025 et 2027 sur 2 ans plutôt que sur 1 an. Donc on verra ce que la Commission européenne décide de retenir ou pas. On rappelle que le 10 décembre 2025, elle va faire des annonces sur ce qu'auront le droit ou pas de faire les constructeurs dans les prochaines années. Quoi qu'il en soit, on a fait le tour des actus du jour. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer en likant, en vous abonnant, en commentant et pourquoi pas en devenant des soutiens via le bouton rejoindre. On se retrouve demain pour la vidéo du jeudi. Ciao.